Prenez aussi de la cannelle, du poivre, du cardamome, poursuivit l'amiral, et demandez si ces épices se récoltent autour de la cité du Grand Khan. Il marqua une hésitation, puis il ajouta: Voyez encore si l'or abonde dans la ville. Les envoyés partirent, et chacun attendit leur retour. Des pirogues vinrent se ranger le long des navires pour proposer d'échanger du coton filé contre les séduisants objets que détenaient les dieux blancs. Cannelle, articulait Colomb en montrant des petits morceaux de la précieuse plante. Oui, oui, reconnaissaient les indigènes, heureux de pouvoir communiquer. Poivre, continuait patiemment l'amiral en faisant rouler des grains sur sa paume. Oui, oui, où? Là-bas. Or, murmurait Colomb en retirant un anneau de son doigt. Oui, oui, où? Boyo. Il s'agitait, pris d'une terreur soudaine, ne voulait plus parler. Il fallait insister. Il disait alors que des hommes mangeurs de chair humaine habitaient ces contrées. Chinito frissonnait en interprétant les gestes. La peur des cannibales lui gâchait le plaisir de se balancer dans son hamac. Que ferait-il s'ils arrivaient? Si, plus agiles que des singes, s'aidant de leurs mains larges et de leurs pieds plats, ils montaient à l'assaut du navire. Il créait la scène par avance, tant sa peur était forte. Chaque esquif qui s'approchait lui ôtait la respiration. Il chercha dans la cale un réduit obscur où il pourrait se cacher en attendant la nuit. Ensuite, il plongerait du haut de la poupe, il nagerait jusqu'à la rive et peut-être la forêt serait-elle assez bonne pour le sauver. La protection du Malagueño lui manquait. Lourde était son absence. Pendant la nuit du 5 novembre, revinrent les envoyés auprès du Grand Khan. Ils étaient fourbus. Dans la chaloupe qui les ramenait à bord, ils demeuraient prostrés. Les rameurs ne les interrogeaient pas. Colomb, surveillant l'approche de leur lumière vacillante, ne pouvait dominer son impatience. Lui, d'habitude réservé jusqu'à la froideur, se mit à faire les 100 pas sur le pont. Il trouvait la cadence des rameurs trop molle et se penchait au-dessus des flots, comme pour attirer plus sûrement la barque indolente. Quand il vit monter un indigène, puis un jeune garçon qui pouvait être son fils, et enfin un bel homme qui se tenait à l'écart avec déférence, il voulut tout savoir et tout de suite. À peine laissa-t-il aux nouveaux arrivés le temps de poser pied sur le navire. Alors, vous l'avez? Non. Le Grand Khan se dérobait encore. Sur quel continent avait-il construit ses palais? Les émissaires s'en étaient approchés, du moins le pensaient-ils. Ils avaient marché longtemps, parcourant plus de 12 lieues. Ils étaient arrivés à un village plus important que tout ce qu'ils avaient vu jusque-là. Une cinquantaine de cabanes. Les habitants leur avaient fait fête. Toujours cette croyance en des lieux descendus du ciel. Quand Rodrigo de Xérès leur avait montré le morceau de cannelle, ils avaient indiqué la direction du sud-est, la même façon de renvoyer plus loin les intimidants visiteurs. Une coutume avait surpris les deux Espagnols. Les Indiens roulaient les feuilles séchées d'une plante pour en faire une sorte de bâton très serré, puis, à l'aide d'un brandon, ils en allumaient l'extrémité et aspiraient la fumée par l'autre bout. Cela dégageait une odeur âcre et forte qui semblait les combler de plaisir. Ils appellent ces bâtons de feuilles des tobacos. Christophe Colomb balaya d'un geste ce qu'il considérait comme une futilité. Porte-t-il des bracelets d'or? Des anneaux aux chevilles? Aucun. Les émissaires avaient été déçus par les indications trop vagues concernant la ville du Grand Khan. Ils avaient décidé de rebrousser chemin. La population entière leur fit un bout d'escorte et puis s'évanouit peu à peu dans la forêt. Ne restèrent qu'un homme qui paraissait un notable, son fils et leur serviteur. Colomb les traita avec urbanité et, quand il leur posa la question rituelle, le père et le fils se regardèrent. « Où est le pays de l'or » redemanda Colomb. Le plus âgé leva la main, comme tant d'autres l'avaient fait avant lui. Il indiqua une direction, vers le Ponant, et il prononça un mot, Banec. Ils ne voulurent pas dormir à bord de la Santa Maria. L'amiral, toujours par souci de leur complaire, les fit ramener sur la plage. Le lendemain matin, ils n'avaient laissé que les traces de leurs pieds nus sur le sable. Imprévisibles comme les oiseaux qui s'ébattaient familièrement d'arbre en arbre, et comme eux follement épris de liberté, ils étaient repartis vers leur case en forêt. Les Espagnols n'accostèrent pas à Banec. Ils parvinrent à une île qui ne se différenciait en rien des autres, si ce n'était que le vent soufflait en direction contraire et semblait vouloir en interdire l'accès. Les vagues creusaient la mer. Chinito, qui avait cru gagner le pied marin à temps naviguer, dut se rendre à l'évidence, il n'en était rien.
La chaleur devenait exténuante, l'air brûlait. Un reste de panique remonta du tréfonds des matelots. Dans quelle contrée diabolique se hasardait-il encore? Rassurez-vous, affirmait l'amiral. S'il fait si chaud, c'est parce que nous approchons du creuset où l'or de la terre prend naissance. Martin Alonso Pinson poursuivait le même dessein que Colomb. Cette Bannek, dont avaient parlé les indigènes, devait être vraiment le pays de l'or. Le 22 novembre, alors que les 3 caravelles filaient bon train, emportée par un vent du sud, la Pinta s'écarta de sa route. « Seigneur Pinson !» hurla Christophe Colomb, tandis que la distance entre les deux nefs augmentait. « Qu'avez-vous donc à ne pas tenir le cap ?» L'autre fit la sourde oreille, et l'écart avec la capitane se creusa encore. « Seigneur Pinson, reprenez votre route !» La Pinta, à cette voix, se cabra comme un cheval des marismas. L'amiral la vit s'équiper d'un complément de voile et, cravaché de vent torride, s'éloigner vers Bannek où l'or, à peine refroidi, affleurait sur les pentes d'une montagne ardente. Chinito surprit son maître en train de se crisper sous l'insulte que lui infligeait l'armateur félon. Juan de la Cosa intervint. « Amiral, vous avez transféré à bord de la Pinta ce sauvage qui fait des progrès si rapides qu'il parlera bientôt notre langue. Il me paraît de loin le plus intelligent de nos captifs. Pinson lui a laissé entendre qu'il le relâcherait dès qu'ils atteindraient le pays de l'or. Cet homme connaît le chemin qui conduit à Bannek. Pinson en tire parti. Était-ce une raison pour me trahir? Ces derniers jours, il m'a dit de bien mauvaises choses. Lesquelles? Il a regimbé aux ordres que je lui donnais. Et plus les indices de l'or augmentaient, plus il se montrait indocile. Le goût du lucre l'a poussé, le malheureux. Il y perdra son âme. La Pinta s'éloignait avec un orgueil insolent. Pour donner plus d'éclat à son acte frondeur, la mère semblait de connivence avec elle. « C'est folie, » murmura l'amiral. Il se sentait humilié. Plus que par ce roi légendaire à la cité bâtie en un lieu dissimulé, plus que par l'or qui se dérobait sans cesse, il était blessé par la désertion de l'homme qu'il n'avait jamais tenu pour un ami, mais avec lequel il avait partagé la découverte d'un monde. La nuit tomba vite, dérobant plus sûrement la Pinta au regard de la Santa Maria. Le vaisseau rebelle maintint le cap sur le Levant, où, d'après les indications de l'Indien, devait se trouver Bannek. Les dernières lueurs du couchant disparurent avec le point de moins en moins perceptible qui emportait Pinson vers la terre conquise, peut-être, mais au prix d'une déloyauté. Colomb renvoya son entourage. Il avait besoin de solitude. L'or tant recherché le fuyait. Existait-il vraiment? Pour la première fois, un véritable doute s'emparait de lui. « Chinito, apporte-moi du vin. » La compagnie de cet enfant lui suffisait. Il se fit verser à boire, mais ne but pas. « Il existe, j'en suis sûr. Il faut qu'il existe. »« Quoi donc, maître? »« L'or. » Il se félicita d'avoir congédié Juan de la Cosa et le pilote. Devant ce petit mousse de rien, il pouvait exhaler les craintes qui le torturaient. « J'ai découvert des terres riches, des peuples nombreux. J'ai entassé dans les cales de mes navires le bois d'aloès et la résine de lentisque. Nous fonderons ici une colonie qui fera la gloire de l'Espagne au bout du monde. Oui, maître. » Il adressa à Chinito un sourire mélancolique. Ses mains esquissèrent un geste d'impuissance. Elles s'écartèrent l'une de l'autre, puis, en se rejoignant, heurtèrent le gobelet de vin qui se renversa. Mais je n'ai pas trouvé le creuset de l'or. Il y eut un silence pendant lequel le jeune garçon se sentit proche de son protecteur. Il n'osa pas remplir le gobelet une seconde fois. « Comment pourrais-je retourner en Espagne si je n'ai pas trouvé l'or ?» Il se leva et, ouvrant une des lucarnes, il fixa la mer avec insistance. La nuit était claire, les vents favorables. Une belle lune faisait miroiter la houle paisible. Colomb chercha un feu dans cette pénombre bleutée. « Il reviendra, murmura-t-il. Il faut qu'il revienne. Non parce qu'il m'aime. Je sais qu'il ne m'aime pas. Mais parce qu'il ne peut pas me voler ma découverte. Il ne le peut pas. » Sa voix devenait rauque. Elle était l'expression d'une colère contenue, d'une blessure insupportable qu'il fallait cependant dissimuler. Dieu merci, il n'y avait que ce gamin pour la surprendre. Ce n'était pas lui qui en témoignerait. Allume un fanal, accroche-le à la poupe. S'il reconnaît sa folie, s'il fait demi-tour, il faut qu'il puisse nous rejoindre. Il hésita encore, puis, refermant la lucarne, l'œil glacé et la voix coupante, il ordonna
transmet encore au seigneur de la Cossa l'ordre de carguer les voiles, que l'on mette en panne jusqu'au lever du jour. Le jour se leva, mais la Pinta ne reparut pas. Mardi 25 décembre 1492. Pedro Alvarez hésita pendant 2 jours avant de poursuivre son récit. Les images qui refaisaient surface lui étaient si pénibles, au moment de revivre les dernières semaines passées dans le Nouveau Monde, qu'il ne savait comment les rapporter. Pourquoi les choses s'étaient-elles produites ainsi? Par quel obscur dessein Dieu l'avait-il donc choisi, lui, le plus jeune, le plus humble, le plus inexpérimenté des membres de l'équipage? Plusieurs fois, il s'assit à sa table. La servante lui apportait une couverture, une tasse de bouillon de poule. Elle les accompagnait de reproches bourrus. Qu'avait-il besoin à son âge de se tuer d'écriture? C'était vouloir courir la mort que de s'entêter à se fatiguer les cervelles et le sang. Pour pas raisonnable, ce n'était pas raisonnable. Il s'enveloppait dans la couverture, s'en faisait un refuge. Il buvait le liquide brûlant à petites gorgées, heureux de repousser l'instant où il devrait se remettre à écrire. Le doute rongeait ses pensées, augmenté d'un remords retrouvé qui, à peine eut-il débarqué à Palos, le poussa à quitter le navire sur des adieux précipités et à ne plus revoir l'amiral. Mais il n'était pas encore au vendredi 15 mars 1493. Il était resté dans les îles indiennes et devait rapporter fidèlement les derniers faits de son aventure. Il relisait les pages de la veille pour se donner l'élan nécessaire, corrigeait un mot malvenu, une expression trop faible. Un enchaînement maladroit le retenait pendant 1 heure. Il en avait du soulagement, tant il redoutait d'aborder la nuit d'épouvante qui, 50 ans après, suscitait encore en lui un malaise. Quand enfin il traçait quelques mots, une difficulté à poursuivre lui faisait reposer la plume. Alors, il prenait sa canne, se drapait dans une cape noire et, vaincu, s'en allait par les ruelles en quête d'un peu de maîtrise de soi. Immanquablement, il retournait à la petite place où, jadis, une lame brusquement jaillie de son manche avait fait de lui un vagabond des mers. Le soleil d'hiver caressait les façades. La fontaine coulait comme autrefois. En 50 ans, presque rien n'avait changé. Le 2e jour, il s'attarda plus que de coutume, et puis, songeur, il remonta jusqu'à sa demeure haute. Il s'assit à la table et sut cette fois qu'il terminerait ses mémoires. Christophe Colomb, en arrivant à Boyo, avait presque atteint le pays de l'or abondant. Les indigènes qui venaient, à pleine pirogue, lui apporter des offrandes, et ceux qui, ne possédant pas d'embarcation, se jetaient à l'eau pour gagner les caravelles à la nage, le lui dirent et redirent. Il s'agissait de découvrir l'endroit exact où l'on extrayait le métal précieux. Précieux, il ne l'était pas de la même façon pour les hommes nus et pour les dieux blancs. Le troc serait aisé, l'or recueilli à Boisseau, pour peu que l'on eût à donner en échange 1 ou 2 bonnets rouges, des perles de verre, surtout, pour lesquelles la convoitise des Indiens ne diminuait pas, des pièces de vaisselle ébréchées, qui avaient été victimes de nombreux tangages et roulis, et allaient devenir l'ornement principal de la table d'un cacique. Parmi les offrandes apportées, l'or figurait de plus en plus fréquemment. Menus débris, anneaux de nez et de cheville entretenaient l'espoir qu'enfin on approchait des richesses de Cipango. La nuit de Noël était douce sous les étoiles. Pendant 2 jours, les caravelles avaient navigué en évitant les cordons de récifs et les hauts fonds nombreux. Cela avait demandé une attention de tous les instants, et l'amiral, pendant ce temps, n'avait pas dormi. Il était épuisé au point que, à la minuit, il avait dit ses prières d'action de grâce à haute voix et il s'était retiré dans sa cabine. Avant de refermer la porte, une hésitation le prit. Il alla renouveler ses recommandations au timonier. « Je te confie le gouvernail, lui précisa-t-il. Quel que soit le vent, ne l'abandonne jamais aux mains de quiconque. Nous sommes dans une zone dangereuse. Tu as remarqué, comme moi, les bancs de sable qui encombrent les fonds, et tu as vu aussi combien il y a de brisants dans les parages. Je veillerai, amiral. Tu as ma confiance. » Chinito accompagnait son maître et il allait se retirer en même temps que lui après avoir retourné le sablier de 11 heures. Il aspirait à son hamac suspendu entre les phosphorescences des flots et le brasillement des étoiles. Dormir lui était devenu un bonheur véritable. Chaque soir, au moment de sombrer dans un sommeil d'enfance, lui revenait, comme en songe lointain, l'image d'un corps alangui dans ce même filet de coton.
Reste un moment avec moi, lui demanda le timonier. En plusieurs points du bateau, on entendait monter un chant de Noël. C'était plus une plainte qu'une expression de joie. Le regret de la terre natale se faisait sentir en cette nuit exceptionnelle. Ici, pourtant, la nuit avait une grandeur dépouillée sous le ciel serein. L'immensité sollicitait l'âme et l'élevait, mais le cœur, toujours, revenait à la chaumière lointaine où un quinquet devait brûler encore. Les femmes, au retour de la messe de minuit, gardaient les yeux éblouis par l'éclat des chandelles autour de la Vierge couronnée. L'obscurité de la campagne leur en paraissait bien lourde. 10 pas derrière, contents d'être ensemble, les hommes qui n'avaient pas été embauchés en mer parlaient à peu de mots des prochains départs. Les veilles, au logis, fourgonnaient les cendres pour que durât encore la chaleur de Noël. Les enfants dormaient. Sur le pont de la Santa Maria, le chant accentua sa mélancolie puis se tut. Une voix, en écho, vint de la Nina, étouffée par l'air humide. « Reste avec moi, Mozalbete !» Le timonier attendu qu'eût disparu la silhouette de l'amiral pour avouer avec une intonation sourde « J'ai sommeil !» Chinito resta. L'autre éprouva le besoin de se justifier. « Depuis dimanche, nous avons ramé pour reconnaître les fonds. Je suis éreinté. » Les 2 caravelles avaient été mises en panne. Juan de la Cosa, qui était de garde, s'approcha en ayant seulement l'air de passer. « Tout va bien, timonier ?»« Tout va bien, Seigneur. La mer est calme. Nous ne bougeons pas. Je crois que je vais en profiter pour dormir un peu. Si un ennui se produisait, tu m'appellerais. Je vous appellerai, Seigneur. » Le vent était complètement tombé. La seule voile hissée pendait et les nefs immobiles, à quelques instants de Noël, à quelques lieues à peine de l'or enfin accessible, attendaient le jour. Les hommes, qui n'étaient pas de garde, dormaient, fuyant dans le sommeil l'évocation douce amère des Noëls d'Espagne. Ceux qui étaient de quart luttaient contre la fatigue et, vaincus par elle, rassurés volontiers par le calme environnant, s'abandonnaient à une minute de repos. Le timonier se frotta les yeux. « Je n'en peux plus, » dit-il en soufflant. Il tenait la lourde barre d'une main qui ne voulait pas faiblir. « Chinito, » grogna-t-il, « qu'est-ce que tu fais ?» Pas de réponse. Le garçon, accroupi près de lui, s'était laissé gagner par la torpeur générale. Il dormait. La Ampoletta qui l'avait lâché gisait, renversée. Le sable du temps, lui aussi, dormait. La Santa Maria ressemblait au vaisseau fantôme des légendes qu'on racontait le soir à la veillée, quand la tempête s'acharnait autour de la maison, ou que l'on évoquait sur le pont, lorsque les brumes, eau et ciel confondus, donnaient du froid à l'âme dans les corps fatigués. Le timonier eut un sursaut. Il avait dormi pendant 1 seconde, les yeux ouverts, et il avait vu se dresser, devant la proue, une muraille sombre. La peur le réveilla. L'hallucination avait été si forte qu'il en fut étourdi. Il haletait, et déjà la somnolence le reprenait. Jamais il ne tiendrait jusqu'à la fin de son quart. « Chico » ronchonna-t-il en lançant au mousse un coup de pied. « Prends la barre un moment. » Chinito se réveilla. « Tu veux que... » « Rien qu'un moment, le temps que je fasse un petit somme et après je me sentirai mieux. Mais je ne sais pas, ce n'est pas difficile. Regarde, la mer est d'huile, le bateau ne bouge pas. Tu maintiens la barre dans sa position et tu fixes bien l'étoile que tu vois là. Elle doit rester en face de toi. Je n'en ai pas pour longtemps. » Il s'étendit sur le pont. Le sable dormait dans la Ompoletta, mais le temps coulait vers l'heure de Noël. Chinito, complètement réveillé, tenait la barre comme on le lui avait demandé et gardait l'œil fixé sur l'étoile. Le timon était lourd. Toute manœuvre serait difficile. Le pauvre tenta de se rassurer. « Je n'aurai pas à manœuvrer, se dit-il. Il faut que je conserve la position du gouvernail. » La Santa Maria ne bougeait pas. Du moins, c'était l'impression qu'elle donnait. Chinito regardait trop l'étoile pour se rendre compte qu'à bâbord, la terre semblait s'être rapprochée. La bande de sable blanc paraissait plus large sur la mer, les arbres inclinés par les tornades plus visibles dans la pénombre. En réalité, la caravelle dérivait. Des courants insidieux la portaient vers la côte.